j'ai la difficile tâche de présenter les livres, certains livres de la librairie de Montaigne, ceux qui posent problème aussi, mais aussi, de façon à ne pas empiéter sur l'exposé, la présentation suivante, qu'on attend tous, sur les encres et les mains, je présente un travail sur les mains aussi. Donc j'ai essayé de regrouper tout ça, ça va être assez dense, mais merci de suivre. Et c'est un peu la même situation que ce matin par rapport à cet après-midi, au début que les présentations 1 et 2, c'est-à-dire que moi je suis dans la préhistoire un peu, et puis j'attends de voir ce que les nouveaux développements, tout ce qu'on peut, j'ai des attentes, hein, des curiosités, des attentes même par rapport à toi. Alors d'abord, écoutez, voilà quelque chose que tout le monde connaît ou ne connaît pas, je ne sais pas, c'est l'exemplaire de Bordeaux. Je ne pouvais pas faire autrement que de commencer par là. J'ai lu là récemment, ou j'ai relu quelque chose, qui disait l'émotion de Flaubert d'avoir eu entre ses mains cet exemplaire. Voilà, c'est tout ce que je dirais, c'est la même que nous avons quand nous l'avons dans les mains, même si nous pensons que 95, c'est pas si trafiqué que ça, et que c'est peut-être le dernier état voilà. Mais il n'empêche qu'il y a toujours quelque chose en plus dans ce livre qui est peut-être devenu un document de travail, un exemplaire de travail, parce qu'il était absolument sans mise honnête, évidemment, pas du tout publiable, pas du tout, on ne pouvait pas le présenter tel quel à un imprimeur. En revanche, ce qui était au départ, oui, c'était probablement destiné à un imprimeur. Et puis après, il faut faire autrement. Alors voilà, moi je dirais un grand merci aux bibliothécaires, conservateurs de maintenant et de naguère, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de temps, pour m'avoir permis de faire ce qu'on peut nous avoir permis, parce que nous l'avons fait à plusieurs, je vais en reparler après, de réunir des livres qui ont appartenu à Montaigne. C'est ce à quoi faisait allusion tout à l'heure Pascal. Voici, par exemple, 4 livres. Alors là, j'étais aux anges je dis tout souvent je, excusez-moi, c'est une manie. Pour moi, c'est une modestie, hein, c'est pas autre chose. Donc, et puis je pratique Montaigne. Alors, les quatre livres qui sont ainsi mis, dont on voit que le titre se trouve au dos, hein, et qui était peut-être, c'est une hypothèse, couché, vu ce sont des in-folio, mais cela dit, chez vous, chez moi, il y a des livres qui sont debout et qui présentent les mêmes caractéristiques. Mais enfin, bon, voilà, on peut partir de cette idée. Voici un autre qui pourrait les rejoindre virtuellement, mais absolument pas matériellement, ça ne sera jamais possible puisqu'il se trouve à la Bibliothèque nationale, donc, et celui-ci qui se trouve à Cambridge, Strabon. Vous voyez, avec ce monsieur de Proyard dont je parlais tout à l'heure, m'avait dit, mais vous ne trouvez pas que ça ressemble, c'est pas tout à fait vrai, mais aux inscriptions des poutres. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas forcément la même personne, c'est un travail différent, c'est des artisans différents, hein, c'est pas un peintre qui fait ça. Je vous présente d'abord des reliures, hein. Alors je ne vais pas les commenter, d'autant plus que j'aurais peur de dire des bêtises, mais tout ce que je vous présente pour l'instant est en parchemin, des lanières, avec Rabat, on ne dit pas forcément Rabat d'ailleurs. Alors avant ça, c'était Diogène Laërce, Libourne, Villani, ici, bibliothèque municipale, Émoin, Cambridge, Pichot, dont nous parlions tout à l'heure, et vous voyez que les titres ici sont latéraux, Pichot, BNF, Lucrèce, Cambridge, et avant j'avais, je suis un peu les livres, j'avais été voir, j'étais allé examiner ce livre dans un entrepôt à proximité de Zurich, où il était
gardé. Au milieu, il y avait quelques Picasso autour, enfin des choses, Botero, etc. C'est tout un ensemble assez curieux, mais ça a été une expérience tout à fait intéressante. Il appartenait à Gilbert de Botton, qui a donc légué, et avant à Eton, à la bibliothèque de Eton, qui a vendu cet exemplaire à un libraire qui l'a rendu à de Botton. Bon, passons. Voici le fameux Butter, Butter, peu importe. Toujours, je réunis ici des reliures, enfin, des livres dont la reliure porte au dos un titre. Sur ces titres, nous avons encore à travailler, parce que certains sont... il faut les voir à la lampe de Wood, enfin il faut aller regarder ça de plus près. Pas celui-ci par exemple, je ne vais pas vous le montrer, mais on lit là Ephemeris Historica, Michaelis Boiteri. Voilà. Parfois il y a comme ici, deux titres qui sont ajoutés. Ça c'est Egnatius, mais l'Egnatius de Cambridge. Et le même Egnatius a ceci sur la tranche. Vous voyez, c'est des choses qu'on a récemment regardées ensemble avec Toshi, Rémy, pas là-bas, mais à Bordeaux, oui. Ceci, Dialoghi d'Amoré, c'est Léon l'Hébreu, et c'est ici, sur la tranche. Voici le lexique de Cicéron d'Estienne, qui se trouve, je ne sais plus, mais on verra tout à l'heure. Panvideo, Masson, qui est ici, Jean Papir Masson, et voici au dos ce qu'on voit, Annalium, on ne sait pas trop, on le voit un peu mieux à la lampe de Wood, il y a bien un tilde sur le V, le U final, et c'est la main de Montaigne, c'est le seul que je connaisse pour l'instant, dont Montaigne a... alors, c'est ce qu'avait déjà vu Paul Bonnefond. Souvent, je ne suis pas d'accord avec Paul Bonnefond, mais là, il a vu cette chose-là, et je pense, on ne peut jamais être sûr 100%, hein, mettez-moi 92%, 95%, Annalium, donc main de Montaigne. Or, ce qui m'intéresse, ce que j'avais remarqué, c'est ceci, et que j'ai pu, grâce à l'aide de cette lampe de Wood que Justine Dujardin est allée chercher à ma demande, et j'ai pu ainsi regarder, à notre demande, et j'ai pu ainsi voir que ce légué que je pensais légué, vous voyez ici, que je pensais être de la main de Montaigne dont j'ai étudié la main grecque, eh bien, on voit ceci. Et ceci, avec Monsieur de Montaigne, mais qui n'est pas de Montaigne, peut-être Monsieur de Montaigne, mais le reste, c'est ceci. Je vais essayer de le... en principe, j'aurais dû l'avoir tout de suite. Pardon, je reviens là au cas où il y aurait une mauvaise présentation. Masson... Oui, écoutez, je vous le traduirai tout à l'heure. Hein, je ne peux pas le lire facilement comme si. Odan eidos melegé, hein, al eidos. Non, pardon. Odan, je ne suis pas sûr. Ides melegé, al eidos siga. Ce sont deux... Alors ça se traduit, c'est l'envers et l'endroit de la même formule, d'une sentence qui dit ce que tu as vu ne le dis pas, ou si tu ne sais pas, tais-toi, enfin en gros quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Bon, ça n'est pas extraordinairement intéressant. C'est une formule de Solon, trouvée dans Stobé par Jean Séard, à qui j'avais demandé cette aide, qui s'est piqué au jeu. Je ne l'avais pas trouvé dans mon Stobé, il l'a trouvé dans le sien, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la recherche, c'est quand c'est ce genre de jeu, un peu, et surtout, voilà, il l'a trouvé, et ça c'est une trouvaille récente, hein, voilà. Montaigne écrit donc éventuellement sur le parchemin. Mais vous avez ici des reliures autres, hein, que je vous laisse en veau, etc. Celle-ci, qui est à Bordeaux, montre un médaillon Didon en médaillon doré. Et à côté, à Libourne, on a sur un Horace, celle-ci, qui est également Didon.
Voilà, ces reliures passent pour être du XVIIIe siècle. J'ai demandé à Fabienne Lebars ce qu'elle en pensait, elle m'a dit XVIe. Voilà, je n'en sais pas plus. Hein. Mais elle était sûre de la chose. Voici une autre reliure, parce que on dit souvent que les reliures de Montaigne sont, quelqu'un m'a dit ça récemment, je ne savais pas qui, mais que ça n'intéresse pas trop une personne qui s'intéresse aux reliures, c'est pas la même personne, ça n'intéresse pas trop parce que les reliures sont pas très belles, mais enfin il y en a quand même qui sont relativement, pour moi, hein, qui ne connaît pas grand-chose, relativement séduisantes. Massarius et Cesare. Alors ça, c'est un livre problématique que nous savons problématique, Marco et Marco Sgattoni, qui est ici et qui vient d'Italie, et moi, nous savons qu'elle est problématique, nous ne sommes pas les seuls, mais j'expliquerai pourquoi j'ai un point de vue peut-être un peu différent. Cette reliure intéresse... alors ce livre est à Périgueux, et ce livre est intéressant entre autres choses parce que la reliure est aux armes de De Thou et de Jacques-Auguste De Thou et de son épouse. Et on trouve au dos leurs chiffres, mais là je ne le montre pas. À l'intérieur, elle était intéressante, c'est ce qu'on appelle un beau livre, puisqu'à l'époque des beaux livres, là, avant Noël, et ben c'est un beau livre. Vous avez des illustrations de Palladio. Hein, très beau livre. Et alors, puisque je suis dans les illustrations, et que, eh bien, voici Hygin, hein, le Verseau, ce taureau que je trouve très étoilé, hein, qui est très, très, très séduisant. Voici toujours dans les illustrations, dans Végès, mais il y en a plein d'autres, hein, plus intéressantes, mais j'en ai pris une comme ça. Voilà, je passe. Voici un livre qui a été garé ou qui a disparu. Hein, bon, voilà, un petit personnage, j'aime bien ça, je trouve ça japonais. Presque japonais au possible. Voici ce qui nous a été envoyé de Madrid, un livre, un Amadis qui se trouve à Madrid, hein, Don Silvestre de la Selva. Je prononce très mal, évidemment. Et puis alors, il est temps de vous montrer des choses fort intéressantes aussi. Ce manuscrit, l'unique manuscrit conservé de la bibliothèque de Montaigne, qui devait en comprendre d'autres, ne serait-ce que celui de Sebon. Alors, vous avez ici, en haut, Michael Montanus. Il revient, c'est le mérite de... le livre est à Wolfenbüttel, c'est un cours de droit de François Baudouin, et le livre est le Michael Montanus qui est en haut a été donc identifié par notre collègue dont il était question tout à l'heure, Ingrid de Smet, et qui m'a demandé de confirmer, et nous avons fait un article ensemble sur cette découverte qui est la sienne. Michael Montanus. Ceci m'intéresse aussi. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir contact, enfin jusqu'ici nous n'avons pas tellement réussi, avec cet incunable qui est le seul conservé de la bibliothèque de Montaigne donc à ce jour. C'est la grammaire de Gaza avec quelques autres traités, et c'est le mérite de Marco Sgattoni et Barbara Pistilli, qui n'est pas là aujourd'hui, d'avoir localisé comme d'ailleurs vous trouverez cette localisation peut-être un moment, si dans le document qui vous a été remis, mais on verra ça plus tard si vous voulez bien. Et puis alors, troisième chose, ça c'est une nouveauté aussi, et ça revient, c'est aussi Marco et Barbara qui ont trouvé, je ne sais pas lequel, les deux, je dis donc, le Ciceronianum Lexicon Greco-Latinum d'Estienne, qui se trouve à la Bodleian, hein, c'est ça, à Oxford. Et vous voyez ce dont on vous a parlé tout à l'heure, ce petit B. Ce petit B là, c'est le même que celui de Montaigne, je ne montre qu'une chose, hein, libéré, bon voilà, et pas du tout celui de Boétie, de la Boétie, hein, vous voyez, d'accord.
Bon, moi, je procède comme ça, hein, je ne suis pas paléographe. Hein, voilà, je regarde et puis je vois si ça ressemble ou si ça ne ressemble pas. Et voilà. Et on fera mieux certainement par la suite. Nous avons eu le plaisir de présenter ces 3 livres lorsque nous étions en équipe avec Toshi, Rémi, Marilus, et pardon si j'oublie quelqu'un d'autre, mais là il y a 2 mains, 3 mains, hein, et vous trouvez ici sur 3 livres de la bibliothèque de Bordeaux. Vous voyez comme ils sont gentils à la bibliothèque de Bordeaux de nous permettre de faire ce genre de choses. D'ailleurs, je crois qu'on ne nous le permettrait pas trop. Et alors, B et B ici, hein, sur un Victorius. Voici, même chose, un petit B sur un Egnatius. Egnatius est l'éditeur de cette histoire auguste, on dira. Premier tome, mais le deuxième n'a pas le B, n'a pas non plus la signature en bas. Les deux étaient probablement reliés ensemble à cette époque. Voici dans ce livre, l'Egnatius, une note de la Boétie, dont la main française et latine, elles sont assez voisines, nous est connue par le nombre d'arrêts qu'il a au rapport de la Boétie qui se trouve aux archives. Hein. Bonnefond en a publié un certain nombre, mais il y en a beaucoup d'autres. Catherine Almquist m'avait fait le cadeau, et très épais, d'une liasse comme ça de tirages, que je me suis empressé de communiquer à Michel Magnin et à Evelyne. Je ne sais pas si elle pourra en faire quelque chose, mais moi je ne pouvais plus. Voici également donc une note philologique de la Boétie, hein, sig distingué, vous voyez, au lieu de mettre après Cédérite, il ne faut pas mettre un point, hein, Cédérite ante, il faut lier, voilà, hein, des petites notes comme ça, philologiques. Ici, en voici une autre. Il y en a beaucoup, hein, sur l'Ignatius. Forte metu. On avait motu, ça doit être une erreur. Forte metu, peut-être, hein, sans doute metu. Correction. Et puis, je vous ferai remarquer aussi sur cet Egnatius que c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il ne souligne pas, enfin, il souligne certains termes, mais quand il veut isoler une sentence, comme ils le faisaient tous à l'époque, il surligne. Évidemment, ce trait ne souligne pas Casii ni Caï, mais démarre la sentence à Actalem et ça finit ici, hein, à Welim. Vous voyez, ici. Donc, c'est ça. Et vous en avez ici une preuve, hein, avec ces capitales, hein, similis, nous allons de similis à Wixit. Ça, c'est un élément, Montaigne souligne toujours. Voilà, donc là, il n'y a pas de confusion possible. Un livre vu à Cambridge, Sophocle, les tragédies de Sophocle. Le petit B, une note, Cicéron, les Tusculanes, une autre note mêlant le latin et le grec, il faut lire Poiou. Hein. Voilà, tant pour le sens que pour la métrique, pour le vers, pour le compte du vers, des comptes. Là, peut-être, forte, comme tout à l'heure, meizon, parce que ça c'est un nu, vous voyez, différent du mu ici, c'est un nu, parce qu'il y avait meizon avec un oméga, c'est meizon, peut-être meizon, vous voyez ce genre de choses. Strabon, Cambridge, petit b. Et ici, c'est la rhétorique d'Aristote. Dion. Alors, Dion, qui est à Eton, avec oui, je ne me trompe pas, avec ce B que nous trouvons ici, qui est légèrement rogné, comme ils le sont souvent, parfois c'est plus sévère. Et voici une belle note, hein, de Lego épais, je lis épais, moi. Il explique pourquoi, etc. Diogène de Libourne, B. Une petite note seulement, hein, à propos de, je ne sais plus quel personnage, qui a beaucoup écrit contre Socrate, contre in Socratem, hein, et c'est dans Plutarque. Ici, Caton, c'est à Toulouse, le B. Ici, un florilège d'épigrammes qui est à Paris, BNF, Denis Alexandrie, je ne sais plus où. Denis d'Alexandrie, ce n'est pas la Halicarnasse, hein, c'est l'autre, il doit être à la BNF. Je ne sais pas. Hygin, qui est à Bordeaux, donc. Et puis ceci, pour terminer pour les B,
hein, ceci qui est Saint-Justin. Saint-Justin, avec un pauvre petit, la base d'un pauvre petit B, le point, vous voyez ici, mais bien sûr qu'on ne pense pas aller regarder ça, mais une fois qu'on l'a en tête, on cherche partout, et on le trouve, et ce sont des ouvrages de grec. Alors, Montaigne les a-t-il lus ou pas? Moi je sais qu'il écrit bien, vous verrez tout à l'heure, qu'il écrit bien le grec. Le lisait-il couramment, c'est une autre affaire, mais il peut reconnaître une sentence. Il peut reconnaître des choses. Il a, dit-il, une connaissance puérile, c'est-à-dire celle qu'on a quand on est un bon élève de terminale, ou qu'on a passé médiocrement l'agrégation, comme moi. On est capable de revenir du texte français au texte grec. Mais on lit pas, moi, en tout cas, je lis pas le grec dans le texte. Hein, c'est comme ça, voilà. Mais je connais des gens qui sont capables de le faire. Alors, c'est pour ça que je le dis. Alors, des provenances prestigieuses, Montesquieu, nous en parlions avec Catherine Volpillac, avec qui j'ai eu quelques petits échanges, et Madame de Bellègue qui est ici, Hélène de Bellègue. Je vais arrêter de vous donner du madame. Alors, Hélène de Bellègue, qui connaît bien cela, puisqu'elle a travaillé avec Catherine Volpillac sur cette question. Montesquieu. Alors Montesquieu, c'est ici, c'est Mazuer, un livre de droit, non pas de droit, si Practica Forensis. Si, voilà. Oui, mais lui, il vient pas de chez Dubélé, pas de chez la Boétie, bien sûr, puisque la Boétie a restitué tous les livres de droit qu'il avait empruntés, en fait. Hein, il les a restitués. Il les devait à quelqu'un où il avait... Voilà, il les devait à Calvimont. Et alors, donc ici, président Montesquieu, c'est pas sa main, hein, je ne pense pas, hein, c'est un scribe qui... Voilà. Ça, c'est à la Fondation Bonne-Mère. Voilà. Et voilà, c'est Quincurs, la vie d'Alexandre. La Tapie, qui était un ami des Montesquieu, de la famille, hein, et précepteur d'un fils ou des petits-fils, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Ce qui m'intéresse ici, dans ce livre sur le Tibre, c'est ceci, que je vais vous demander. Et puis alors, il y aurait aussi ceci, mais je ne vais pas quand même entrer dans les détails, mais ça, on le retrouve ailleurs. Pour les études de provenance, moi, je fais mes premiers pas là-dedans, hein, je ne connais rien, et puis ça sera peut-être les derniers, mais ce qui m'intéresse, c'est... voilà. Alors là, le président Barbeau, que les Bordelais ou les historiens de Bordeaux connaissent bien, d'Espagné, voilà, une signature qui est au-dessus de celle de Montaigne. Et puis des provenances, puisque je voulais quand même regarder un peu, vous montrer plutôt quelques provenances. Beaucoup de livres viennent de chez les Carmes et non pas les Carmélites, hein. Carmelitarum, hein, c'est Carmes, et ils ne sont pas déchaussés, mais Deschaux. C'est les Carmes Deschaux, hein, et des Chartrons, vous savez, à Santa Maria de Salute, hein, c'est sur les quais, enfin c'est un peu plus loin, non? C'était ça, j'imagine, je ne suis pas bordelais, mais j'ai cru voir sur une gravure ancienne. Autre provenance, donc avec confiscation révolutionnaire, les jésuites de Bordeaux, collège des jésuites, ou les minimes récollets, hein, donc, qui sont... Et puis les feuillants, quand même, il ne faut pas l'oublier, cela, hein, les feuillants, là où s'est fait inhumer Montaigne, où on l'a inhumé, voilà, il s'est fait inhumer. Bon. Les feuillants. Parmi les provenances, comment l'appeler, Campanus, c'est le chant, du chant, je ne sais pas, en tout cas, pas Marcel, c'est P, hein, c'est un Pétrus, et c'est un don, un ex dono à Montanus. Autre chose assez intéressante aussi, Charon, ex dono dicti domini de Montaigne, in suo castello, le 2 juillet de l'année 1586. C'est parmi les dates les plus anciennes que nous ayons. Au-dessus, Renoir, 1791. C'est à ceci, c'est Occhino, catéchisme d'Occhino, et il est à Paris. Quand je dis Paris, c'est BNF. Cet ex-libris de David Helder, 1606, Ingrid de Smet connaît plutôt bien ce personnage, semble-t-il. Voici ce que l'on peut trouver sur le
sur le dictionnaire, sur le lexicon, hein, dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est lui, Emptus ex bibliotheca Domini Michaelis Montani, 1633. 1633, acheté de la bibliothèque, provenant de la bibliothèque Montaigne. Est-ce qu'elle a été vendue à ce moment-là et non pas, comme on le dit souvent, par sa fille Léonore? Acheté à Bordeaux de la bibliothèque de Feu Michel de Montaigne, auteur des Essais, le 3 juin 1633. Tiens donc, c'est la même année. Il semble bien qu'on ait là quelque chose. On ne trouvera peut-être rien d'autre, mais enfin, c'est intéressant. Et c'est signé Charron. C'est pas le même que tout à l'heure, puisque en 1633, l'autre est mort déjà depuis 30 ans. C'est cela qui m'a permis un échange avec Catherine Volpillac, hein, avec qui je regrette de ne pas pouvoir faire connaissance, mais bon, voilà. Ce Charron, elle a, où vous avez, avec Hélène de Bellègue, trouvé ce nom sur un autre livre ici même. Hein, voilà. Alors donc, des choses sont à chercher. Voici un Odyssée, une sentence, alors je ne sais pas de qui c'est, mais haïr la paresse, aimer la tranquillité. C'est pas mal, ça, je trouve. Alors, 1694, et en haut, quelque chose que Rémy, qui à l'œil m'a fait remarquer, ce en R, 2.V, 2.7 livres tournois, certainement 10 sous, et est-ce que Hervé ne serait pas République de Venise, et le livre a été donc voilà, c'est une possibilité. Mais qu'est-ce que c'est que ce en RV, hein, HTA, enfin voilà. D'autres livres, et là je ne vais pas entrer dans les détails, 1743, ça c'est en Angleterre. Et puis, il n'y a pas que des signatures prestigieuses, peut-être un commerçant, ou je ne sais pas, mais ce livre appartient à Carpenlé-Aîné. Hein, ça ressemble à ou un notaire, ou un... Voilà, voilà, je ne sais pas. Alors c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure et qui m'intéresse beaucoup, et je vais, à partir de là, Marco par exemple, je m'adresse à lui particulièrement, je vais à partir de là passer au Césarée de Périgueux. Voici cette chose que je trouve donc en haut du Césarée de Périgueux. Je le trouve en haut du Bacci, on l'a vu tout à l'heure. Je trouve la même chose dans ce livre qui est donc aux États-Unis, Castaneda, et je trouve la même chose sur l'Horace qui est à Libourne. Ça fait une même provenance dans les 4 cas. Donc il y a là lieu de regarder peut-être un peu en détail donc cette page entière du Cesare, dans laquelle vous voyez qu'il n'y a rigoureusement rien en bas. Pas de signature lisible. Mais si vous avez devant vous, et nous aimerions bien pouvoir faire justement des prises de vue qui permettent de voir cela très bien, dans les années, je ne sais plus, dans les années 50 peut-être, il y a eu le livre a été confié aux gens du Muséum national, je ne sais pas, enfin, pas si ça a un sens, j'ai un problème avec toutes les institutions. Et et donc, oui, pardon, quand je dis ça, c'est pas du tout une critique, c'est que je remarque cette faiblesse. Hein. Excusez-moi, hein, c'est pas du tout une position bêtement anarchique, pas du tout. Voilà. Alors, donc ce cliché présente donc une signature qui n'est évidemment pas celle de Montaigne. Ce Montaigne-là n'est pas de Montaigne. Mais le M qui est devant, lui, pourrait fort bien être de Montaigne, et me semble être de Montaigne, d'autant plus qu'il y a l'autre chose que j'ai montrée tout à l'heure. À ce moment-là, la personne qui a écrit Montaigne, main du 18e peut-être, a peut-être voulu simplement devant quelque chose qui s'était effacé, je n'en sais rien, c'est une hypothèse, mais rappeler que c'était quand même bien lui, et puis tout a été ensuite lavé, hein, parce que ça... Voilà, mais c'est comme ça que je m'explique les choses, mais ce livre ne me paraît pas du tout étranger à Montaigne. Regardez bien le M,
et vous en avez, voilà, vous êtes assez, j'en ai plein des comme ça, vous en avez plein des M de Montaigne qui ressemblent tout à fait à ça. Encore une fois, ça demande à être vérifié, mais il y a quand même l'autre élément qui me fait pencher plutôt dans ce sens. Voilà, je vous montre maintenant, ça a été l'occasion de... Il y a les travaux que j'avais fait avant, puis il y a les travaux que j'ai fait avec les BVH, et pour eux et avec eux, hein, et pendant toute cette période. Et donc je me suis amusé à regarder un peu si on ne pouvait pas mettre un peu d'ordre, c'est un peu notre marotte, dans les signatures. Là, voici les signatures, une signature que j'appelle de type 1, où le O et le T sont liés par cette, on appelle ça souvent un tilde, ou une barre, ou un trait de nasalisation, mais tous ces mots sont une ligature, en gros, mais qui vaut, vous voyez, le N disparaît, et le O est relié au T. Voilà. Ça, c'est la signature la plus connue, finalement, hein, Montaigne. La voici ici, sur Torquato Tasso, Montaigne, Garimberto. Le précédent, c'était Paris, ça, c'est Cambridge. Montaigne encore, Diogène, qu'on commence à connaître, et Montaigne. Montaigne, évidemment, un peu écorché, mais Montaigne, très reconnaissable, signature de type 1, sur quoi, au juste? Sur quoi? Eh bien, là-dessus. Alors là-dessus, c'est la page, le bas de la page de ce qui serait alors un Nouveau Testament. Ben, vous voyez, c'est écrit, voilà. Et puis, si on regarde bien, on voit que dans l'échancrure ici, a été installé Roberti Stefani, typographie Régui, d'accord, ça marche. Par conséquent, effectivement, Robert Estienne a écrit a publié, donc a édité un Nouveau Testament, bon, très bien, on le sait. Et alors, Payen a placé ceci en face de cette page du Synesius, c'est très convaincant, ça n'est pas Étienne qu'il faut lire, mais Turneb, même date, etc., tout est semblable, et donc, ce qui nous conduit à dire que Montaigne a probablement, on va dire, hein, en tout cas mis sa signature au bas de ce qui était un Synesius. Le problème, c'est que tout cela a été mis à l'intérieur d'un exemplaire qui a appartenu à Théodore de Bèze, et annoté par Théodore de Bèze, vous voyez. Alors, évidemment, tout cela est très, très gênant. Le livre, on ne peut pas dire qu'il appartient, l'exemplaire n'a pas appartenu à Montaigne. La signature a appartenu à Montaigne. Et comme je pense que c'est effectivement en bas d'un Synesius, et à ce moment-là, et peut-être y avait-il un B en haut, ça allez savoir, c'est rogné. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut compter ce livre, contrairement au choix qui a été fait par Marco, mais il s'en explique très bien, il explique très bien la différence, qu'il faut compter ce livre parmi les livres qui ont appartenu, pas le livre, mais un Synesius, pas celui-ci, a appartenu à la bibliothèque de Montaigne, parce que je m'intéresse aux signatures. De même que je fais ici pour ce Duchou, de ce que je fais pour ce Duchou dans un catalogue, Mendrecipo, on s'en occupera tout à l'heure, vous voyez, et ceci, que Ingrid de Smet, encore elle, m'a permis de vous dire, là, puisqu'elle va faire un article bientôt sur ceci, elle a trouvé, en travaillant à Oxford sur un exemplaire des essais de 1588, je crois, mais je ne suis plus sûr, elle a trouvé ceci, une note de Francis Douce, Montaigne, hein, trouvée, donc, je vous laisse le lire, puisque j'arrive à faire ceci, Montaigne, voilà, une note trouvée dans les illustrations de la Gaule belgique de Jacques de Guise, donc, et le livre a appartenu à Disraeli. Peut-être le fils, je ne sais plus, voilà. Et alors, donc, ce qu'il a trouvé, donc c'est une édition des essais donc de 1595, hein, c'est ça. Et voilà. Et donc, il faudrait peut-être compter
mais là, nous sommes dans les témoignages, dans les copies, dans les calques. Deuxième type de signature, comment dire, la barre, le trait, ne touche pas les deux, ne relie pas exactement les deux lettres. Alors, vous voyez, vous avez ceci, vous l'avez aussi ici, c'est un peu distinct. Juste en bas, donc d'un frontispice. Je vous signale donc, parce que vous verrez pourquoi tout à l'heure, qu'il y a de la place, qu'on a trouvé la place, hein, de le mettre ici et non pas en haut. Vous verrez pourquoi je dis cela. Encore un, Herbourt, voilà. Et puis ce troisième type de signature où la barre ne touche aucune des deux lettres. Hein, voilà. Alors elle est assez fréquente aussi. Je vous les montre, hein, sans commentaire. Et à partir de là, je suis embarrassé. Payen possédait un ozone, celui-ci, et il dit, et il montre que d'autres textes, d'autres livres ont été, d'autres signatures ont été décalquées à partir de cela. Montaigne, effectivement, sur cet Hippolyte, il le rejette, et je crois qu'il faut le rejeter. Ce Montaigne, Fox, même chose, mais je trouve aussi qu'il y a ça sur le Boestio qui se trouve aux États-Unis. Hein, le Boestio, alors c'est un peu embarrassant parce que à partir de quand est-ce qu'on peut dire que l'ozone, par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'ozone, lui, lequel a imité l'autre? Moi, je suis un peu perplexe par rapport à tout ça. Donc ça en fait 4 qui sont rigoureusement semblables. Hein. Il faudrait regarder ça de très près. Là, c'est visiblement un faux. Hein, avec une fin très, très étriquée, c'est pas du tout comme ça. Montaigne, ça monte toujours, vous voyez, c'est très appliqué, mais bon, voilà. Ça, c'est un faux magnifique, non seulement qu'on le voit, mais c'est un livre qui date de 1593, donc que Montaigne aurait acquis un an après sa mort. Alors, ici, un livre qui était à vendre chez un grand libraire, discutable, hein, discutable, d'abord parce que c'est en haut, ensuite parce que c'est quand même très étriqué, cette deuxième partie. Montaigne, il a plutôt tendance c'est pas du tout ce type de signature. Bon, donc, j'apprends pas. Là, ce dont vous parlez, Marilus, tout à l'heure, mais qui avait été trouvé aussi par, avant moi d'ailleurs, par Barbara et puis Marco, l'ex-libris de Montaigne sur les regrets qui se trouvent à Cambridge. Vous le voyez ici aussi sur le Du Bellay qui se trouve à Paris. Ce sont des faux avoués par Vrain-Lucas lors de son procès en 1870. Ceci probablement est à mettre en relation. C'est un Guevara. Potier-Spéry ne l'avait pas vu comme tel, mais c'est la même chose. Donc, ceci, Plutarque, vous voyez, il n'y a pas un faux, ça a appartenu à Libri, mais enfin, vous avez là des essais hein, de plumes. Moi, je ne pense pas qu'on puisse rapporter ça à Montaigne. Lyon, Suétone. Alors, est-ce Montaigne ou Montaigne, je ne sais pas quoi. Bon, mais la notice a été changée récemment et ça n'est plus Montaigne. Et puis ces apophthegmes de Lycosthène qui ne portent pas de signature, sauf ceci, à moi qui suis. Alors qui suis qui? Le possesseur, le propriétaire lisait Ituria, le propriétaire Ituria lisait Equem, bon, 1566, vraiment, moi je me contente de cela, vraiment, pas je me contente de ça, l'écriture, la main de Montaigne, je ne la vois pas du tout ici, je ne vois pas Montaigne, surtout assez tard, se mettre à annoter fiévreusement, méticuleusement un Lycosthène. Ça, il ne fait pas ça, il s'en sert, hein, mais éventuellement, mais voilà. Et voici. Et puis là, outre cela, il y a le fait qu'il cite que le livre est extrêmement intéressant et il intéresse des gens maintenant beaucoup parce c'est un témoignage des érudits de l'époque, mais bon, voilà. Il cite quelqu'un qui est du Souhait, hein, qui a publié en 1599. Voici l'invention pour bien bâtir qui se trouve à Delorme, Philibert Delorme. Ça, on serait vraiment content de l'attribuer à Montaigne. Faut-il le faire comme Masson l'avait fait?
Ben, je ne crois pas, parce que dans cette échantillon, vous voyez le bas ici, le vestige, c'est vraiment pas l'attaque d'un M. Alors, si on n'a que ça, qu'est-ce que vous voulez, à moins qu'il y ait d'autres documents, c'est à Libourne, mais avec Marilus, nous ne l'avions pas retenu. J'ai eu la chance, par 2 fois, de voir l'Homère, l'Odyssée d'Homère. Ce livre de l'Odyssée d'Homère a appartenu à Michel de Montaigne, l'auteur des essais, et les notes en marge sont écrites de sa main. Non, les notes en marge ne sont pas écrites de sa main, mais il pourrait avoir appartenu à Montaigne, puisqu'il s'agit d'une Odyssée, et que si on ne trouve pas sa signature sur l'Odyssée, elle était peut-être sur l'Iliade. Il existe des exemplaires où on a les deux, bien sûr. J'ai pu faire l'ensemble des photographies des mains, parce qu'il y a 3 ou 4 mains grecques, hein, et aucune ne correspond à ce que je connais de Montaigne ni de la Boétie. Voici des ex-libris de jeunesse, Michaelis Montani, peut-être le plus émouvant, puisque Montaigne a corrigé 16 en 15, il n'avait pas encore tout à fait 16 ans, il avait une tendance à se vieillir un peu, et vous reconnaissez un peu cette façon d'écrire, mais ça c'est beaucoup plus tardif. Ceci, que non pas un propriétaire, mais un intermédiaire a mis entre mes mains, et qui m'a permis donc de photographier. Malheureusement, c'est une de nos douleurs, c'est de ne pas avoir obtenu l'autorisation de numériser l'ensemble du livre. C'est Terence annoté, donc, vous voyez, par Michel Montaigne, qui ne doit pas oublier l'équem, hein, il l'a rajouté, il est Bordigalensis, et il était possesseur de ce livre, 1549, hein, il avait presque 16 ans. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, c'est pareil. Voilà. En face, Wenundatur, hein, ça a été vendu tel temps. Et au-dessous, je pense que c'est le nom de Goffreto qu'on trouve, pas de la famille, hein, parce que la famille Goffreto et la famille de Montaigne ont été à un moment donné ensemble. En bas, un autre MEMB, hein, c'est les initiales. Donc c'est Montaigne, Equem, Equemus, etc. 1553, 20 ans en 1553, et Dumlicet, hein, qui est une devise qu'on va voir traduite autrement. Donc 2 moments d'écriture sur ce Terence. Un autre qui se trouve ici, 1551, 18 ans, Michael Montanus Bordigalensis, et ici, ceci qui est à Paris, Michael Montanus, hein, Méposidet, Anno, etc. Propé 16, il a encore presque 16 ans, hein, mais pas tout à fait. Et Wenundatur, placé au même endroit, il a acheté assez cher, mais avec l'index d'Erythraei, hein, avec ce E, ce AE, hein, qui commence à nous intéresser pour les manuscrits. Mentre Sipuo, c'est une devise italienne, bon, peu importe, c'est la même que celle de Vauquelin de la Freinet. Ça, c'était sur le Terence. Ça, c'est sur l'Ozone qui est à Pessac. Ça, c'est sur le Plutarque, le Pétrarque qui est à Paris. Et alors, pendant longtemps, je me suis dit qu'en bas, ça n'avait rien à voir. Mais si, mais c'est pas du tout le même âge. En haut, c'est 15-16 ans. Et en bas, c'est Riletto Assai Volte, hein, c'est-à-dire relu maintes fois. Hein, et ça, c'est écrit beaucoup plus tard, et ça correspond à la main de B. Le Mentre Sipuo qu'on avait tout à l'heure, qui se trouvait donc sur le Duchoul, etc. Il y a un Mentre Puoi, hein, qui se trouve, je ne sais pas si je prononce bien, mais sur le Léon. Voilà. Perlegui, un achevé de lire, 1564, pour toutes les notes du Lucrèce en latin. Le César, mais la guerre civile, c'est un achevé de lire, et non pas comme on le lit toujours, un commencé de lire, ça n'a aucun sens. C'est un achevé de lire le 25 février 1578. Et le suivant, 21 juillet 1578. Il a lu d'abord la guerre civile, et ensuite la guerre des Gaules. Il s'était fait... Bon, je passe, parce que ça serait trop long tout ça. Voici, 1586, il a lu à Montaigne, fini de lire à Montaigne, 52, une histoire de la Pologne, une histoire de Flandre,
Ici, le Cancurs, dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, c'est assez joli, ça. Je commençais à le lire fortuitement, mais il a fini de le lire en bas, c'est pas parce que vous avez commencé ici. Je commençais à le lire fortuitement, convié par la beauté de la lettre seulement, pour entamer, hein, je sais pas la fin là, et commencer par lui, car ses additions qui sont, etc., voilà. Alors, par la beauté de la lettre, ça me plaît beaucoup, la beauté de la lettre, c'est la typographie. Pas comment ça peut être autre chose. C'est une attraction, c'est une attraction, n'est-ce pas, une attirance hein, par la typographique. Sur le Terence, et voici ce qu'il écrit à deux moments différents. Non, un moment ici, le Médénagan, hein, dogma. Alors il est rogné, celui-là aussi, hein, vous voyez qu'il n'y a pas que B. Et Ariston que vous voyez avec renvoi à Ausonius. Eh bien, Ausonius, je l'ouvre et je trouve au même endroit une correction, Agan, Médénagan, rien de trop, sur l'Ausonius de Pessac. Et Ariston Métrone, eh bien, je vois que encore sa main grecque marche encore, si j'ose dire, au moment de l'exemplaire de Bordeaux. Il remplace ce rien trop par ce Ariston Métrone. Ça, c'est un stigma, hein, c'est un double lettre, sigmato, st. Et il ajoute un petit T, cet Ariston Métrone, puisque le A, ici, est une voyelle. Vous voyez ce genre de petite correction dont Matthieu commence à connaître un peu les secrets. Gnoti Céotone Kairon. Il avait d'abord mis Gnoti Céotone. Connais-toi toi-même. Ah ben oui. Mais non, c'était pas ça qu'il voulait dire, c'est Gnoti Kairon. Et c'est important, connaît le moment opportun. C'est ce que Ozone dit dans Pittacus. Là encore, retour à Ozone. Et voici les deux mains sur le Terence, Poetae Intelligere, dans un premier temps, et ça, la deuxième main en 53, hein, Quandoque, je ne sais plus quoi, Grapheis, voilà, etc. Et c'est Budé hein, dans les commentaires de la langue grecque. C'est une mine pour savoir ce qu'a lu Montaigne à cette époque-là, les livres qu'il a lus à cette époque-là. Ça aussi, c'est une des données sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire il a eu tel ou tel, non pas exemplaire, mais tel et tel livre. Voilà. Par exemple, Aelius Gallus. Vous voyez comment il fait le G, là je suis, c'est très caractéristique de Montaigne en trois traits ici, dans un livre qui est à prendre, un livre qui est recueilli dans le Digeste de Justinien. C'est ce que signifient les deux F. J'ai découvert comme ça. Porro, Reginae, Omnixe, Mens, Peregrinae, un G très avec une grande boucle. On va le voir dans d'autres endroits, Unde, etc., Rem Abere, voilà, je vous laisse Magis, alors là il a un G qui est vraiment impressionnant, qui déborde toujours sur la ligne suivante, et vous allez voir d'autres cas. Ploquet, je suis déjà entré, évidemment, et ça ne va pas être très long maintenant, dans les mains, la main de Montaigne. Ploquet. Alors Ploquet, le lambda par exemple, hein, prenez ce lambda on va retrouver ici, un peu plus assagi, mais en marge du Giraldi. Montaigne a lu Callimaque. Callimachos ento humno eis Apollona dans l'hymne à Apollon, et Cutharine et Toxa Lucoreos entea foibu. C'est là, ça se trouve là, vous voyez. Ailleurs, non, c'est ça qu'on trouve dans la page précédente. Un mélange de latin et de grec, c'est ça qui permet de dire, ben oui, si ça c'est la main de Montaigne dans le latin, ça c'est la main de Montaigne dans le grec. Et si, par exemple ici, quo in loco sic Callimachus teucestas dareos epacteras de Chitones Artemidos. Je passe sur le contenu, hein, je ne m'occupe pas du contenu parce que sinon il y en a pour 3 heures. Homoioméria, pour ceux qui en douteraient, vous avez là du grec qui est dans le Lucrèce. Voilà, ça, on ne va pas douter du Lucrèce. Et Topane, un peu plus bas, vous voyez, ici, Topane, homoioméria, hein, Montaigne trace les lettres grecques hein, au milieu de ses notes. Et ce Lucrèce qui a été annoté en 2 fois, des notes latines, fini en 1564, et des notes françaises, des notes en français, finies beaucoup plus tard, des années 70, 75, difficile à dire, mais 2 de ces notes ont fourni les chapitres extrêmes du livre 2 des Essais, de l'ignorance de nos actions et
de la ressemblance des enfants au père. C'est quand même assez impressionnant, ça, qu'on a la même... voilà. Voici 14 pages de garde, alors vous n'en aurez qu'une, hein, c'est celle-ci, voilà, qui est donc couverte d'annotations. Une mine pour étudier les majuscules, une mine aussi pour étudier les chiffres, et ne pas les confondre, par exemple, sur le César, avec les chiffres tracés par un secrétaire probablement. Bon, même chose donc ici, voilà du grec qui est sur le Lucrèce, avec correction, presteres, puis finalement presteras. Ici du latin, avec des chiffres, et puis du français. Et une autre mine, c'est, là je ne vais pas en montrer plus que ça, hein, une autre mine, ce sont les arrêts pour les majuscules. Les arrêts, les dictats, au rapport de Montaigne, où il écrit la note des présents, des conseillers présents, messieurs président la Guillaunie, la Boétie, Béringuier, Masseille, Lataste, Rignac, Macanan, Fayard, Saint-Angèle et Montaigne relator, rapporteur. Voilà comment ça peut se présenter, un arrêt. Ce travail, nous avons mené une belle équipée à les BVH, et avec Evelyne, qui était ici à Bordeaux, Evelyne Chaillès, qui Evelyne, hein, je donne les prénoms, plus courts. Voici ce sur quoi nous travaillons, je ne vais pas en dire plus. Voici Rémy, voici Pierre Aquilon, qui est un grand paléographe et qui nous a accompagnés, Toshi, voici Marilus, et voici Evelyne au travail. Ça m'a rappelé l'époque où j'étais pion et où je surveillais les gens qui travaillaient. Donc ici, une découverte de Toshi, qui n'est pas là, heureusement, parce qu'il rougirait, Toshi, le Duca d'Alva, la seule note en italien qu'on ait, je ne l'avais pas vue, il l'a vue, hein, c'est en face de ceci, c'est sur un livre de Franchi Conesaggio, hein, voilà, qui se trouve ici. Voilà, j'ai donné un certain nombre de... J'ai remis un certain nombre de ces éléments à Marie-Élisabeth et pour l'IRHT, pour la banque de données de la main de Montaigne. Je signale, j'ai revu et j'ai pu enfin, et ça avec Marilus la dernière fois, les choses ont évolué, j'ai pu enfin prendre une photo, au moins une photo ou quelques photos à Chantilly, ce qui me permet de vous montrer ici. Alors comme je l'attendais depuis 3 ans, je vous la montre. Hein, les chiffres, c'est une autre encre, on voit bien, et ces chiffres-là sont ceux de Montaigne, qui a ajouté à quelqu'un qui avait écrit avant lui, et je pense, mais j'aurai l'occasion de vous montrer, je ne vais pas le faire ici, demain peut-être, qui a ajouté donc les références. Notre Montaigne nonchalant ne l'a pas toujours été. Je pense qu'il s'est donné il a voulu le devenir. Il a fait semblant de l'être, mais il a peut-être en vieillissant décidé que finalement tout ça, c'était être trop méticuleux quand on est à la fin de sa vie. Enfin, il faut peut-être arrêter les frais à un moment donné. J'ai un peu l'impression, c'est ce que je pense. Et donc c'est là, mais là, il n'en est pas là, n'est-ce pas? On est en 1578, hein, et il reprend. La guerre des Gaules a d'abord été, c'est probablement un amanuensis qui lui faisait la lecture et qui a annoté peut-être sous son contrôle, sinon sous sa dictée. Et puis il s'arrête net, et puis il n'y a plus rien de lui. Et après, c'est Montaigne. Mais Montaigne a fini la guerre civile, comme je vous disais avant, et après, il est revenu sur les notes. Alors, je vous ai montré ça. Je pourrais vous montrer d'autres choses. Les E sont caractéristiques, les F aussi. Vous voyez, le G de tout à l'heure, le G. Hein, voilà qu'on trouve dans Chassagne. Ça c'est assagi avec le temps. On peut dater. Hein. Le G permet de dater un peu les choses. Alors, cette lettre-là, belle lettre, très belle lettre à Henri IV, extrêmement soignée. Une seule erreur,
il l'a rattrapé, il avait mis un petit G, ça n'a pas tellement d'allure, il a remis un beau G, n'est-ce pas? Un beau G, il a fait quand même une correction. Alors, le C cédille, le C cédille inversé de Françoise, le Caessar, le avec cédille inversé, ça s'appelle un ogonec ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, mais c'est Caessar. Comment dire, ce trait, cet accent intérieur qui n'est pas un accent, hein, qui remplace un S à mui, naski, c'est naski ou naki, parfois il le marque ainsi, même assez souvent. Hein. Ceci qui signifie sous-père, qu'on trouve dans 2-3 choses, en particulier Lucrèce, aotem, je signale ça, mais c'est pour Matthieu, parce qu'il va le rencontrer, coque. La Boétie fait un 3, lui, hein, enfin ce que j'appelle un 3, c'est au lieu d'un 2. Artus, ça c'est connu, par ou père, et ça tout à l'heure on l'a vu, Justinien. Ceci, c'est dans un ordre bizarre mon affaire, mais j'aurais dû le mettre avant ça. Ceci qui se trouve ici, c'est dans le terrier, voilà, c'est la couvrure de livres de contes à la mort, enfin qui fait le point sur les affaires, le bilan des affaires de Montaigne au moment de la mort de son père en 1568. Hein, un mémorial, c'est un mémorial. Et Montaigne a écrit là-dessus au moins ceci: il a pris 2 recettes et 2 affermes pour le préposer aux écritures, vous voyez, et Bourdeau. Ça, c'est vraiment son écriture aussi. Et il a écrit, je pense aussi, le 1568 de l'autre côté, mais pas mémorial, pas le titre. Hein. Voici le butter sur lequel nous avons travaillé récemment. L'an 1573, environ les 5 heures du matin, naquit Françoise de la Chassagne. Vous voyez, ça c'est très sage, mais il y a encore ce G, vous voyez, il y a les deux, il y a une hésitation entre les deux. Alors, l'écriture en bas de la main de, je pense que c'est d'un, je sais plus, la main de Bertrand de Matcoulon, je pense. Hein. Ici, en haut, Montaigne, quoi qu'on en ait dit, et en bas, Ségur, un arrière, enfin un successeur, l'an 1706. Voici cette note barrée de jeunesse, probablement dans les années 1551, peu après l'édition, enfin la publication, la parution du Butter. Hein, et on note ici, il n'est pas seigneur, il a rien à raconter sur sa famille, c'est pas son rôle, il a cette chose-là, il est étudiant, et c'est la reine, il est probablement à Paris à ce moment-là. Hein, c'est peut-être là qu'il a acheté les livres dont on a parlé tout à l'heure, difficile à dire, mais la reine de Navarre, mort de la reine de Navarre, etc., qui a, vous voyez, le E, le G, enfin tout y est, vous le trouvez ici aussi, dans cet ex-dono de Vida, hein, qui se trouve donc à Cambridge. La main de Léonore. Alors ça aussi c'est un progrès par rapport, enfin c'est un progrès, j'espère, c'est en tout cas un progrès au sens ancien, voilà, une évolution par rapport à ce que nous avions fait avant, ce qui avait été fait avant le travail fait en commun avec les BVH. J'épouse à Montaigne Charles de Gamache, vicomte de Raymond. Alors ça, on ne peut pas s'y tromper, c'est Léonore. Léonore toujours là-haut, et en bas Claude Madeleine, c'est connu, c'est une descendante qui a une bizarre écriture, on sait de moins en moins écrire chez les successeurs. Hein. Et voilà, y a pas. Non mais c'est évident. Et la Tapie dit que le dernier, il savait, le dernier Ségur savait à peine lire. Mais ça aussi, voilà, ça peut être une malveillance. Hein. Il faut faire attention avec ça. Mais Claude Madeleine, c'est vrai que là, elle a quelques difficultés, mais enfin, elle a le mérite d'avoir tenu la suite. Par exemple, vous voyez, cette fiancée-là, dimanche 1600, Françoise de Latour, ma fille, premier mariage, fiança Honoré de Lure, fils du vicomte d'Usa à Bordeaux, et elle ajoute, Claude Madeleine, âgée de 9 ans. Elle mourut en couche, évidemment pas à l'âge de 9 ans, elle mourut en couche de son premier enfant, etc., appelé depuis, etc. Elle tient quand même bien le journal mieux que tous ses prédécesseurs, on doit lui reconnaître ça. C'est la lettre, enfin on ne la voit pas bien, mais la lettre qui accompagne l'envoi
à un certain monsieur de Huxelles, d'Uxelles, de Lessel, on ne sait pas trop exactement, difficile à lire, par Léonore, et c'est à Harvard. La signature est celle en bas de, la voici, de Léonore de Montaigne, elle de Montaigne, hein, votre, etc., bien humble, elle de Montaigne, et nous la retrouvons ici, dans ce livre que Malcolm Mosby a trouvé, et il nous a demandé notre avis. Hein, est-ce que ce ne serait pas la signature? Mais oui, c'est la signature d'Éléonore, hein, un livre qui est celui-ci, Histoire générale d'Espagne, comprise en 27 livres, hein, Léonore de Montaigne, donc, et c'est de Louis... alors je sais que c'est Mayerne à la fin, hein, Mayerne et non pas Mayenne, mais Turquet de Mayerne. Turquet de Mayerne. Et Histoire générale d'Espagne, eh bien, Léonore lisait, hein, et Léonore, avait profité des leçons de sa gouvernante, hein, qui lui faisait éviter, comme vous savez, le mot fouteau, mais ce n'était pas une bonne affaire d'après Montaigne. Mais je parle à ceux qui connaissent le passage, je ne peux pas le lire plus que ça. Léonore de Montaigne, ici, mais ça c'est à Anvers. Et je passe à Marie de Gournay, puisque nous sommes dans les mains. Marie de Gournay, vous voyez, qui a écrit trois additions sur l'exemplaire de Bordeaux. Cette main de Marie de Gournay que nous connaissons parce que nous trouvons ceci à Anvers. Son testament. C'est dans ce testament, je disais hier lors d'une visite, qu'elle parle de donner de l'argent au mendiant, à son mendiant. Hein, comme Montaigne avait peut-être son mendiant à sa porte, hein, mon mendiant. Et là, le testament, un testament de jeune fille, si on peut dire, hein, un peu long, et puis elle en aura d'autres, hein, voilà. Et ceci qui vient d'être trouvé, vous voyez, il y a des nouveautés ici. Ceci qui vient d'être trouvé par John O'Brien dans une bibliothèque, d'un collège irlandais. Et c'est la main de Marie de Gournay. La préface manquée à ce vieux livre, c'est pourquoi celle-ci y est appliquée. Il y en avait une autre etc. Qu'elle a. Voilà, c'est la main de Marie de Gournay. Et il y a plusieurs choses. Hein, il a publié là-dessus. Il faudrait que je retrouve. Je ne peux pas le faire là maintenant. Que je retrouve. Non, je crois que je l'ai indiqué dans la notice. Eh bien, cette main de Marie de Gournay que vous avez ici, et qu'il faut bien faire partir d'un autre, puisque Jean C, près de Montaigne, qui place le début de la note que Marie de Gournay va écrire sous sa dictée, et en tout cas sous son contrôle. Et l'une de mes questions, je ne sais pas si elle peut avoir une réponse aux gens qui savent analyser les encres, mais j'ai compris que c'était facile à dire, mais qu'on n'est pas dans la magie, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et long. Hein. Bon, ça, j'ai compris. Mais ma curiosité, c'est de savoir si c'est Montaigne qui a rayé ce que Marie de Gournay avait dit. Peut-être une analyse des encres pourrait permettre de le dire, je n'en sais rien. J'ai des questions aussi, vous voyez que peu à peu, je vais laisser la place, des questions par exemple, Evelyne, mais je ne sais pas si elle pourra y répondre ici, enfin, elle fera comme elle veut, sur Panvinus, cette note qu'on trouve dans le Panvinus qui se trouve ici, qui n'est ni de Montaigne ni de la Boétie, celle-ci qu'on trouve dans la Boétie, c'est à Paris, et qu'on peut regarder ici, parce qu'elle est datée, elle est intéressante, datée, voilà, Montaigne, bon, le changea, voilà, ceci, c'est un poème de Dora, parce que Dora n'était pas content, et comme il me le dit, en sa maison de Montaigne, en Périgord, en 1582, au mois de juin, hein, la veille de la Saint-Bernabé. Et celle-ci, j'aimerais bien aussi, Monsieur d'Espagné, pendant, etc., m'a donné, président à Mortier, etc., m'a donné donc ce livre. C'est ni Lune, c'est ni Montaigne, ni la Boétie. Ni Léonore, c'est pas Léonore. Et donc ici, deux choses qui mettent en rapport étroit la bibliothèque de Bordeaux
et Tours, vous allez voir, c'est cette note qu'on trouve de François de la Montaigne, ou de la Montagne, ça ne s'invente pas, hein, François de la Montagne, qu'on trouve, note extrêmement serrée, dans une édition Coste 18e des essais, qui se trouve donc ici. On lit, Montaigne dit ceci parce que son premier livre fut censuré à Rome, ce chapitre en fut cause auquel il s'est trop élancé. Il s'agit du début du chapitre des prières, et c'est Florimond de Raymond, je crois qu'il faudrait l'ajouter sur la notice de bordelaise, hein, il recopie des notes de Florimond de Raymond, parce qu'il avait sur son exemplaire, il avait l'exemplaire de Florimond de Raymond, donc il a recopié ces notes-là. Ou peut-être recopier quelqu'un qui avait déjà recopié, hein, c'est possible. Et alors, il se trouve que nous avons ceci à Tours, vous voyez que c'est quand même assez merveilleux, François de la Montaigne, la Croix du Maine, hein, non, la Croix du Maine ne s'est point trompée sur cette époque, c'est ici M. de Juvigny, éditeur, donc, qui s'est trompé, etc., etc. Je naquis en effet, il naquit en 33. Alors, est-il né en 33 ou en 32? Il est né en 32 ancien style, en 33 nouveau style, 1533 Latina Computa, comme on compte maintenant Computatur. C'est pas la même encre, hein, je pense qu'on pourra vous montrer. Alors, vous voyez pourquoi il faut absolument numériser, il fallait absolument numériser, c'est extrêmement gênant, ceci. Alors, 1500, peut-être un 3, et ici, je pense, un 3. Et j'ai fait une autre photo où on voit la base du 3, là, vous voyez. Et j'en avais fait une autre avec Hélène de Bellègue, mais voilà, quelque temps, une diapositive, hein, que nous avions faite ensemble, mais pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvée, mais qui donnerait peut-être un autre état. Pour terminer, sans commentaire, je vous montre ce qu'il y a sur le site, parce que voilà où nous en sommes. Lucrèce. Alors Lucrèce au complet. Hein, on a tout Lucrèce et les transcriptions, hein, des notes. À chaque fois qu'il y a des notes, toutes les transcriptions y sont. Que ce soit la Boétie ou que ce soit donc en PDF. Et j'ai fait ça pour ne pas me répéter, j'ai fait ça en... peut-être inutile, mais en diplomatique, dans la mesure où l'idée première, c'était d'avoir la page de l'exemplaire et en face la transcription comme aide à la lecture, comme aide, c'est tout. Hein, voilà. Ensuite, régulariser pour faire les recherches de mots, et ensuite éventuellement les traductions. Donc voilà, je passe Caton, voilà, je vous montre ce qu'il y a sur le site, et j'ai fini, après avoir pris je ne sais combien de temps, peut-être trop, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Voilà, donc ça c'est simplement le travail des BVH, la mise en ligne, c'est pour ça que je veux terminer par ça quand même, si tu me permets, c'est la mise en ligne, donc par l'équipe des BVH, moi là je n'y suis absolument pour rien, mais c'est ce que vous trouverez. Dans les manuscrits, vous trouverez les arrêts, vous trouverez le Butter, le Caton intégralement, le Lucrèce intégralement, les lettres à Matignon qui sont à Monaco, la lettre de Rome, et je n'ai pas parlé des essais, mais vous avez toute l'édition des essais, donc la dernière que nous avons là, c'est celle qui est annotée par Rousseau. Annoter, c'est un grand mot. Là où il y a amitié, Rousseau, il dit non, c'est à moi de parler de l'amitié, quand même. C'est pas à Montaigne. C'est moi, je sais ce que c'est que l'amitié, c'est Rousseau. Et ce La Boétie, hein, mais j'aime bien Rousseau quand même, mais c'est bon, La Boétie, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, le manuscrit. Petite chose qui est charmante, dans un poème à la fin, un cœur, vous voyez, je dis ça pour... mais il n'y a pas de petite fille ici, mais ça plairait beaucoup, et les S fermés, les fermesses, et puis, en guise de salut, c'est pour Marie-Élisabeth, un filigrane, hein, qu'on trouve sur Horace, qui est à Libourne, voilà. Excusez-moi, je ne sais pas quel temps j'ai mis, probablement trop.